Bonjour, ici Camille Dubé. Dicam Media vous présente une deuxième vidéo hors série de l'émission Les Colorés dans le cadre des ateliers de l'ACETA, secteur Laval, portant sur le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'adulte. Didier Guérin et moi-même avons fait une présentation le 29 septembre 2020 aux membres de cette association portant sur les trucs et astuces au niveau de l'organisation chez les personnes ayant un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Nous vous souhaitons un bon visionnement. Débutons par la table des matières, si vous le voulez bien. Nous allons commencer par faire un retour sur notre première présentation que nous avons faite au mois de juin dernier pour parler de qu'est-ce qu'un TDAH. On va parler un peu des symptômes, de son attention, de son impulsivité, de son hyperactivité et aussi de la médication. On va parler par la suite d'organisation, mais plus particulièrement des trucs et astuces qu'on peut utiliser dans les différentes sphères de nos vies, comme à la maison, au travail, dans nos relations interpersonnelles, nos loisirs, nos études et nos finances. Par la suite, on va parler de notre boîte à outils, ou si vous aimez mieux, le coffre à outils qu'on peut utiliser, pour terminer en faisant un petit résumé de tout ce qui s'est dit durant la soirée. Qu'est-ce qu'un TDAH? Le TDA avec ou sans hyperactivité est un problème neurologique qui entraîne des difficultés à contrôler les idées. On va parler de l'attention, les mouvements, on va parler d'hyperactivité et le comportement, on va parler d'impulsivité. Il est souvent transmis génétiquement ou dû à des facteurs externes comme une naissance prématurée, un manque d'oxygène ou des dommages précoces au cerveau. Il se manifeste à l'enfance et perdure à l'âge adulte. Il est présent 7 jours sur 7 et 365 jours par année, ce qui veut dire que le TDAH ne prend pas de vacances. Il touche environ 4% des adultes dans le monde, mais ce pourcentage-là serait plus élevé si toutes les personnes qui ont un TDAH se faisaient diagnostiquer, alors le pourcentage serait beaucoup plus élevé. Selon l'Institut universitaire de santé en santé mentale Douglas, les hommes auraient 2 à 3 fois plus de chances d'être atteints que les filles, malgré que celles-ci peuvent être aussi atteintes sévèrement. Mais on va remarquer que pour les filles, on va diagnostiquer plus un TDA sans hyperactivité. C'est là qu'on va voir plus un déficit d'attention pour les filles. Parlons un peu des symptômes chez les adultes TDAH. On va remarquer des troubles attentionnels assez communs chez les personnes. On va remarquer aussi une grande agitation motrice, mais qui se traduit généralement par une grande agitation cérébrale. C'est dans la tête d'un TDAH que ça bouge le plus. Oui, on va remarquer une certaine agitation moteur, mais c'est plus dans sa tête que ça bouge. On va remarquer une organisation déficitaire, et c'est là le but de notre présentation ce soir, comment être mieux organisé dans notre vie. On va aussi remarquer une procrastination au niveau des tâches qu'il y a à faire. On va remarquer aussi une grande impulsivité dans ses réactions, dans ses pensées. C'est quelqu'un qui passe du feu rouge au feu vert assez rapidement. C'est action-réaction. Et on va remarquer aussi beaucoup d'anxiété chez les personnes TDAH à cause un peu d'une organisation déficitaire, à cause de leur impulsivité et par leur manque d'attention aussi. Qu'est-ce que l'attention? L'attention, ça permet de filtrer les informations qui sont reçues par nos sens et Dieu seul le sait qu'on est beaucoup sollicité par ceux-ci dans une journée. Le déficit d'attention, c'est le seul symptôme qui est systématiquement présent chez toutes les personnes qui ont un TDAH. C'est la base du TDAH. Alors, le TDAH a des implications sur les comportements, les émotions et les pensées. Ce qui veut dire que quand on a un manque d'attention, là, ça a des implications sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on décide.
Et c'est pour ça qu'il est important de porter une importance à l'attention et de bien la comprendre. Qu'est-ce que l'impulsivité? L'impulsivité, c'est un mode de fonctionnement action-réaction. Pour bien imager l'impulsivité, on va prendre un feu de circulation rouge, jaune et vert. Mais la personne TDAH a seulement le vert et le rouge. Il n'y a pas le feu jaune qui lui permet de prendre un temps de recul pour penser à qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire et comment il doit agir. Et c'est un peu ça le manque chez les personnes TDAH, l'impulsivité, c'est qu'ils réagissent trop vite. Et ça a aussi des graves conséquences parce que ça peut amener à perdre un emploi ou à quitter un emploi prématurément. On peut prendre des décisions sur l'impulsivité ou des décisions qui n'ont pas d'allure non plus. On peut faire des achats impulsifs dont on n'a vraiment pas de besoin. On peut dire ou faire des choses qu'on ne pense pas et qu'on ne voudrait pas faire. Alors, c'est quand même un moteur qui est puissant, mais qui ne s'arrête pas comme ça. On doit apprendre à le contrôler. Et ça, c'est avec le temps et de la pratique qu'on peut réussir à capsuler un peu son impulsivité, si on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce que l'hyperactivité? L'hyperactivité se traduit souvent par une pensée trop active. Quand on dit que la personne TDAH elle pense sans arrêt dans sa tête, c'est un vrai moteur. C'est un moteur qui est puissant, qui est difficile à arrêter. Ça le pousse à ne pas écouter les autres, à avoir trop d'idées dans la tête en même temps et à ne pas finir ce qu'il commence. Quand on dit que des fois la personne elle a un petit hamster dans sa tête, ben c'est vrai, puis ça roule, et ça roule beaucoup. Puis c'est pas à cause qu'on aime bouger non plus qu'on est hyperactif. C'est des fois qu'on a besoin de bouger, c'est normal, on n'aime pas rester assis ou rester debout longtemps. Mais pour une personne qui est hyperactive, ben c'est encore plus difficile. Puis c'est souvent aussi pour les personnes qui ont un TDAH, la crainte de ne pas savoir quoi faire ou de ne rien faire. Pour eux autres, c'est difficile à gérer, ils ne savent pas trop quoi faire de leur peau et c'est très anxiogène cette partie-là. La médication. La médication est différente pour chacun, ce qui veut dire que qu'est-ce qui fonctionne pour un ne fonctionnera pas pour l'autre nécessairement. Ça peut prendre quelques essais avant de trouver la bonne molécule. Ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager. Ça prend un bon suivi avec son médecin et faut continuer l'aventure jusqu'à temps qu'on trouve la bonne molécule. Il y a deux sortes de médicaments. Il y a ceux qui ont un effet de courte durée, 3-4 heures, et ceux de longue durée, entre 8 et 24 heures, mais ça dépend des médicaments. Il y a deux catégories de médicaments. Il y a les psychostimulants et les non psychostimulants. On va y revenir tout à l'heure, ça ne sera pas tellement long. Il faut prendre la médication de façon régulière, ce qui veut dire que oui, il y a des effets secondaires à la médication, comme la perte d'appétit, la perte de l'insomnie, excusez. Et des fois, il peut même avoir un changement de personnalité, ce qui n'est pas recommandé. D'où l'importance d'avoir un bon suivi médical, mais aussi de persévérer parce que plus qu'on prend la médication, plus que les effets secondaires ont tendance à diminuer. Il y a aussi certaines exceptions où est-ce que le médecin va recommander de ne pas donner de médicaments durant les vacances d'été pour les enfants, car ça peut avoir une incidence sur leur croissance et le médecin préfère ne pas en donner dans ce temps-là. La médication à elle seule, ça ne fait pas de miracle. On doit utiliser les stratégies pour s'aider. On doit regarder qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et apporter les changements nécessaires dans notre quotidien. Au niveau des stimulants, je vous disais qu'il y en a deux sortes. Il y a des stimulants à base de méthylphénidate. Là, on va parler de Ritalin. Le Ritalin, ça a une durée d'action environ de 3 heures et c'est de moins en moins utilisé, mais souvent les médecins vont commencer par celui-là pour voir un peu les effets que ça peut avoir sur vous. Le deuxième, c'est le Concerta. Le Concerta, ça a une durée d'utilisation entre 8 et 10 heures. C'est plus efficace en après-midi et c'est un médicament qui est
prescrit assez régulièrement. On le retrouve souvent chez les personnes TDAH. C'est la version longue durée du Ritalin. C'est quand même un bon médicament. Il y a le Bifantin qui a une durée d'action, lui, de 8 à 10 heures. Il est plus efficace en matinée qu'en après-midi et il est privilégié au niveau des apprentissages au primaire pour les enfants car c'est surtout dans cette période-là que les apprentissages se font. Et en plus, la capsule elle peut être ouverte et mélangée avec de la nourriture, ce qui est beaucoup plus facile à avaler pour les enfants, contrairement au Concerta et au Ritalin, où est-ce qu'on ne peut pas le dissoudre, le casser en plusieurs morceaux, on doit le prendre entier, et ce qui est beaucoup plus difficile parfois pour les enfants. Il y a aussi les stimulants qui sont à base d'amphétamine. Là, on va parler d'Adderall, qui lui a une durée d'action entre 10 et 12 heures. Il est souvent utilisé en deuxième ligne lorsque les médicaments à base de méthylphénidate ne fonctionnent pas. On va aussi parler de Vivance, qui lui a une durée d'action de 12 à 14 heures. Il est bien aimé des adolescents car, étant donné sa longue durée d'action, souvent les ados, ils vont se coucher plus tard puis ils doivent étudier aussi en soirée. Mais il est aussi très répandu chez les adultes. Il est quand même bien aimé. Et il y a moins d'effets secondaires que les autres. Mais il est moins privilégié chez les enfants à cause des effets secondaires que je vous disais au niveau du sommeil et de la nourriture. Ensuite, il y a les médicaments non stimulants. Cette catégorie est utilisée lorsque ceux de la famille des stimulants entraînent trop d'effets secondaires ou sont contre-indiqués. Là, on va parler de Strattera. Lui, il a une durée d'action de 24 heures. On le prend une fois par jour. Lui, il va améliorer l'attention sans être aussi efficace que les autres. Il est privilégié chez les enfants anxieux et il doit être donné à l'année longue. On ne peut pas prendre de vacances, entre guillemets, avec ce médicament-là. Il doit être donné tout le temps. Il y a le Intuniv, qui est un petit dernier, qu'on utilise ce produit une fois par jour. On doit le prendre régulièrement et de façon continue pour maintenir ses effets positifs. Il aide aussi à diminuer l'hyperactivité et l'anxiété. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'organisation qui est le point central de notre présentation. Nous allons regarder ensemble comment atténuer les impacts du TDAH sur le quotidien et les moyens que je peux mettre en place pour justement compenser mes incapacités au plan de mon attention et au plan de mon organisation. Nous allons ce soir regarder ensemble des façons de faire et de faire avec au niveau des habitudes de vie chez les adultes TDAH. Car il ne faut pas oublier que la règle d'or chez la personne TDAH, c'est souvent de trouver un équilibre et des moyens pour améliorer l'organisation dans les différentes habitudes de vie au niveau de son quotidien. Et comme le dicton le dit, trop c'est comme pas assez, ce qui veut dire que ça ne donne rien de mettre son énergie sur la stratégie si on n'est pas capable de l'intégrer dans son quotidien. Et c'est un peu ça que nous allons voir ce soir, comment intégrer les différents outils qu'on peut utiliser dans son quotidien pour améliorer son organisation. J'aimerais vous parler des deux outils essentiels que vous devez avoir ou utiliser pour votre planification et votre organisation. C'est l'agenda ou même les deux ensemble, l'agenda, le cellulaire, le iPod, la tablette, le portable, tout ce que vous avez que vous pouvez utiliser. Moi, j'aimerais vous parler de l'agenda. L'agenda, ça sert à quoi? Un agenda, ça sert à ne pas oublier. C'est notre deuxième cerveau. C'est là qu'on va indiquer tous nos rendez-vous, les tâches qu'on a à faire, les examens qu'on a à faire au niveau scolaire, les rencontres d'équipe au niveau travail ou même à l'école, les rapports à remettre au niveau du travail ou des devoirs à remettre au niveau scolaire. Depuis qu'on est tout jeune, qu'on a à utiliser un agenda, on commence en maternelle et ça se poursuit même au travail. Ça veut dire qu'un agenda, ça doit être assez important pour qu'on nous le mette dans la bouche depuis qu'on est jeune. Mais si on l'utilise mal, ça ne donne pas grand-chose. Ça veut dire qu'à la maison, on essaie d'y trouver une place puis toujours le mettre au même endroit. Hein?
C'est aussi ne pas l'oublier le matin quand on part, parce que si on n'a pas notre agenda, on ne sera pas plus équipé dans notre journée pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Il faut toujours l'avoir sur soi, indiquer au fur et à mesure qu'est-ce qu'on doit faire. Les rendez-vous, les rencontres, les mémos, les tâches, au fur et à mesure, on doit les indiquer. On doit aussi le consulter le soir pour voir comment je planifie ma journée de demain. Le matin avant de partir, on le regarde. OK, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour ma journée? Et on le consulte dans la journée pour voir un peu, OK, est-ce que mon planning est correct? Est-ce que j'ai oublié des choses? Vous savez, c'est pas du tout naturel pour une personne avec un trouble de l'attention d'utiliser un agenda. J'irais jusqu'à dire que c'est peut-être même un peu contre sa nature. La personne qui présente un trouble de l'attention se laisse souvent guider par le moment présent. C'est son petit côté impulsif qui lui dit « Ah, je vais faire ça. Ah, c'est vrai, il y a ça à faire. Ah, je vais aller voir ça. » En fait, l'agenda donne à la personne des balises, un cadre structurant au niveau de l'organisation du temps. L'agenda va permettre à la personne d'avoir une vue globale de son emploi du temps. Ça va lui permettre de voir qu'est-ce qu'elle va devoir faire au cours d'une journée. Qu'est-ce qui s'en vient dans la semaine ou dans les mois qui s'en viennent. En regardant son agenda, la personne avec un trouble d'attention va pouvoir peut-être mieux organiser sa journée de travail ou même planifier à court terme ou à moyen terme ou à long terme la répartition d'une tâche à faire. Donc, ça va faciliter sa préparation et ça va surtout lui éviter d'oublier des rendez-vous importants ou d'arriver en retard à certains rendez-vous. C'est sûr, comme le disait plus tôt Camille, que des fois, en faire trop, c'est comme pas assez. Donc, on va souvent conseiller à une personne qui a un trouble de l'attention d'utiliser des codes de couleurs dans son agenda pour avoir une forme de rappel visuel des événements importants. Par contre, si j'utilise 6, 7, 8 couleurs différentes de surligneurs, c'est sûr que je vais avoir plus un album à colorier qu'un agenda. Donc, c'est important de peut-être privilégier une ou deux couleurs pour vraiment seulement surligner les éléments importants de la semaine. Et peut-être un petit dernier conseil en lien avec l'utilisation de l'agenda, c'est important de mettre un minimum d'informations quand on annote quelque chose dans notre agenda pour pouvoir se rappeler en quoi consistait l'événement. Souvent, dans son désir de vouloir tout faire rapidement, la personne qui a un trouble de l'attention va indiquer une note très imprécise, par exemple, Justin. Et là, au moment de venir consulter son agenda, Justin. Justin, est-ce que c'est son anniversaire? Est-ce que j'ai un rendez-vous avec lui? Est-ce que je dois l'appeler? Donc, de mettre un minimum de détails pour pouvoir être sûr dans quoi consiste l'événement qui a été annoté à l'agenda. Parlons maintenant de l'utilisation du téléphone cellulaire ou de la tablette. Je crois qu'actuellement, on est comme dans une période de transition de l'agenda papier vers l'agenda électronique. Puis, je pense que c'est compréhensif quand on réalise qu'on est à une époque où le travail collaboratif est très important et où on a besoin de partager nos agendas avec nos collègues de classe ou nos collègues de travail ou bien avec le personnel enseignant. Je pense aussi il y a quand même de nombreux attraits pour la personne présentant un trouble de l'attention d'utiliser
l'agenda électronique plutôt que l'agenda conventionnel. À mon avis, il est beaucoup plus simple pour une personne d'entrer des informations, d'enregistrer un événement à l'aide d'un téléphone cellulaire et d'une tablette. Le réflexe d'utiliser le clavier est beaucoup plus développé que celui de prendre un crayon et d'annoter son agenda par écrit. Pour que l'agenda électronique soit efficace, c'est évident qu'il faut, un peu comme on l'a mentionné auparavant, de toujours mettre à la même place notre téléphone cellulaire ou notre tablette pour pouvoir facilement le retrouver. C'est aussi important de le laisser à un endroit où je vais être certain le matin de ne pas l'oublier. Donc, par exemple, sur la commode ou le meuble dans l'entrée de la maison, près de nos clés de la voiture, c'est un endroit excellent pour penser à ramasser son téléphone cellulaire ou sa tablette avant de partir. Je pense qu'un des gros avantages aussi du téléphone cellulaire ou de la tablette, c'est que on a maintenant toujours sur soi. On l'a toujours sur soi parce qu'il est multifonction. Puis grâce à ça, on peut bénéficier des rappels, des alertes que nos agendas nous envoient pour ne pas oublier un rendez-vous ou pour avoir tout simplement un rappel sur un événement qui va arriver le lendemain. Je pense que aussi l'aspect multifonctionnel du téléphone cellulaire et de la tablette nous permet, en plus d'utiliser les agendas électroniques comme ceux de Google ou le calendrier Outlook, d'installer des logiciels qui vont faciliter notre organisation pour l'emploi du temps, qui vont nous permettre d'avoir la possibilité d'annoter des événements sous différentes modalités. On verra plus tard avec l'application Notebook. Je pense aussi qu'il faut toujours faire attention, par contre, là, c'est une petite mise en garde que j'aimerais faire par rapport à l'utilisation du cellulaire et de la tablette, c'est d'essayer de restreindre l'utilisation de notre appareil à la gestion du temps ou à l'organisation. C'est-à-dire de ne pas installer une multitude d'applications ludiques, des jeux qui vont nous éloigner ou qui vont nuire plutôt à notre organisation, puis à notre vigilance au niveau des événements à venir. Aussi, peut-être une petite note de mettre notre téléphone ou notre tablette en mode silence. Parce que les nombreuses alertes qui peuvent provenir d'applications comme Facebook ou bien Instagram vont nuire à l'attention et à la concentration dans d'autres activités de la vie quotidienne. Donc, il ne faut pas être continuellement dérangé parce que je vais consulter ou aller voir qu'est-ce qui pop sur mon téléphone ou sur ma tablette. C'est important d'accorder du temps pour la gestion de notre agenda et pour regarder les différentes notifications en lien avec notre emploi du temps. Un peu comme on le recommandait pour l'utilisation de l'agenda papier, d'avoir des moments précis dans la journée, comme le soir, avant de se coucher, voir un peu les événements ou les activités que je vais avoir le lendemain, ou en cours de journée, le matin ou au début de l'après-midi, d'avoir l'habitude d'aller consulter notre agenda pour être sûr qu'on n'oublie pas des événements ou des rendez-vous importants. De toujours, mais là, toujours avoir son chargeur
à portée de main ou bien une batterie de rechange ou une batterie d'appoint pour s'assurer que notre téléphone ou bien notre tablette ne tomberont pas en panne et qu'à ce moment-là, on ne pourra pas consulter notre agenda électronique. C'est évident que par rapport à la gestion de l'agenda papier versus agenda électronique, selon moi, on doit privilégier un des deux moyens parce que si j'utilise les deux à la fois, je peux oublier de synchroniser, par exemple, des événements ou des rendez-vous qui sont dans mon agenda électronique et j'oublie de les mettre à mon agenda papier. Ça peut amener de la confusion, ça peut faire en sorte que je vais oublier des choses importantes dans mon organisation du temps. J'aimerais parler de l'organisation à la maison. C'est quoi la maison? Ben, la maison, c'est le centre de commandement, c'est là où tout se passe, c'est là où tout se décide. Et c'est aussi l'endroit où est-ce qu'on peut se laisser aller, où est-ce qu'on peut être soi-même, puis un peu libérer toutes les tensions qu'on a eues durant la journée. Mais c'est aussi le lieu où est-ce que ça peut être le plus désorganisé et chaotique. Et ça a un impact sur notre vie et sur les autres et sur nos activités. Alors, pour nous aider, ça nous prend une routine. Je sais que c'est le mot le moins aimé par rapport aux personnes TDAH parce que pour eux autres, une routine, c'est plate. Mais c'est nécessaire une routine. À quoi ça sert? Ben, ça sert à régulariser le fonctionnement de la personne et de ceux qui l'entourent. Ça permet de faire un horaire, ça permet de régler un peu beaucoup de choses, des activités familiales, de planifier. On installe un tableau, on planifie nos choses. Ça peut être dans l'agenda, dans le cellulaire, comme ça peut être sur un tableau blanc qu'on met dans la salle à manger, dans la cuisine, où on inscrit un peu quelles sont les choses à faire. Ensuite, ben, on essaye de mettre toujours nos effets personnels, que ce soit les clés, le portefeuille, le cellulaire, au même endroit. Ça nous évite de toujours les chercher. Et c'est un truc qui fonctionne. Et c'est un des premiers trucs qu'on doit mettre en place, de toujours mettre ces effets-là à la même place, en rentrant dans un bol sur une table, mais toujours à la même place. On doit aussi consulter son agenda ou cellulaire pour mieux préparer notre journée, comme que je le disais tout à l'heure au niveau de l'agenda. Ben, si on planifie pas, si on regarde pas qu'est-ce qu'on a à faire pour le lendemain, ben, c'est dur de planifier quelque chose puis de pas être à dernière minute. Là. C'est ça qu'il faut. On doit aussi faire une liste de choses à ne pas oublier avant de partir, qu'on peut accrocher sur le bord de la porte, comme que je vous disais tout à l'heure. On peut mettre des sonneries ou des alarmes sur notre cellulaire pour nous dire OK, hey, tu as un rendez-vous dans une heure, tu as un compte à payer demain, tu as plein de choses qu'on peut mettre comme rappel pour justement ne pas oublier. Et ça donne rien de mettre aussi des post-it partout. Ça nous mêle plus qu'autre chose. On peut en mettre, mais pas en mettre 50 là. Mais c'est des choses qui se font, mais faut faire attention. Et un dernier truc, c'est de toujours ranger ses papiers immédiatement quand on les a. Ne pas les laisser empiler sur un coin, parce que c'est là qu'on oublie de payer des comptes, c'est là qu'on oublie de répondre à certaines exigences du gouvernement où on passe date, puis là, ça marche pas. Alors, on range ça au fur et à mesure. J'aimerais ajouter quelque chose, Camille, si tu me permets, par rapport à la vie à la maison. Puis je pense par rapport aussi à la vie de couple. On en parlera un peu plus en détail tantôt, mais j'aimerais en parler tout de suite, si tu le veux bien. Souvent, la personne qui a un TDAH à la maison, avec sa grande énergie, va entreprendre une multitude de projets. Va décider de rénover le sous-sol, de peinturer la chambre du petit, va décider de faire un potager, de s'occuper de couper les branches de son arbre. Donc, va s'éparpiller, sa difficulté d'organisation va en faire en sorte que cette personne
va s'éparpiller dans des multiples projets qui n'aboutiront jamais. Puis c'est sûr que quand on vit en couple, d'habiter avec quelqu'un qui ne termine jamais ce qu'il commence, ça peut devenir quelque chose de dérangeant, pour le dire gentiment. La personne qui a un trouble de l'attention, c'est une personne fière, puis qui entreprend plein de choses avec plein de bonnes intentions, mais comme je disais, peut-être que ça y prendrait, il faudrait qu'elle apprenne à accepter d'avoir l'aide de quelqu'un. Le fait de travailler avec un ami, avec un parent, un beau-père, va faire en sorte qu'on va devoir respecter nos échéanciers. S'il y a quelqu'un qui vient nous aider, qui arrive à 8 heures le matin pour peinturer la chambre du nouveau bébé, ben c'est sûr que cette personne-là, quand elle arrive, elle souhaite que quand elle va partir le soir, que la chambre soit finie de peinturer. Donc, le fait d'avoir un compagnon de travail, d'avoir quelqu'un qui va un peu nous obliger ou qui va nous empêcher à finir ce qu'on commence, mais aussi qui va nous empêcher de nous éparpiller puis d'aller commencer d'autres projets en même temps, ça va être quelque chose qui va être facilitant au niveau de l'organisation du travail à faire à la maison. Et puis, je pense que le couple va s'en tenir que mieux. L'organisation au travail. Première des choses, on choisit un travail qui va répondre à notre personnalité puis qui va tenir compte de notre TDAH pour orienter notre carrière. On va aller demander de l'aide d'un conseiller en orientation pour bien choisir sa carrière si on a vraiment besoin. Des fois, c'est correct, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, mais si on est un peu ambigu ou on ne sait pas trop, ben, il vaut mieux aller chercher l'avis d'un spécialiste. Il est important de tenir compte de ses forces, de ses compétences et de son expérience et de ses limites aussi. On doit aussi se donner une méthode et une structure de travail, un peu en utilisant déjà les outils qu'on vous a montrés à date. Ça va vous aider justement à vous structurer. Il faut faire valoir aussi ses forces au niveau du TDAH, qui est une profusion d'idées, de la créativité, de la performance, un peu tout ce qu'on avait dit dans la première présentation au niveau du positif d'avoir un TDAH. Mais il faut aussi informer de ses difficultés. Ça reste facultatif parce que tout dépendant dans quel milieu et avec qui qu'on travaille, ben des fois, c'est bon de parler de notre TDAH, mais des impacts que ça peut avoir aussi. Est-ce que c'est nécessaire d'en parler avec son patron et ses collègues? Ben, comme que je vous disais, ça dépend du milieu et avec qui vous travaillez. Des fois oui, des fois non. Comme que je vous disais, d'utiliser son agenda, son cellulaire ou autre appareil que vous avez, ben, c'est important pour mieux avoir une structure au niveau de votre travail. C'est important aussi de prendre des pauses. Parce qu'un TDAH, c'est beau être un moteur, mais ça a besoin de repos aussi. Il faut changer d'air, il faut changer de milieu, il faut changer de décor un peu. Puis trouver une façon de rester actif au travail, ben c'est comment que je peux faire en sorte de bouger sans rester assis pendant 8 heures de temps. Là. C'est pas bon. On évite les bureaux à espace ouvert afin d'éliminer le bruit et les distractions. Si vous avez entendu, s'il y a trop de va-et-vient, s'il y a trop de bruit, vous allez être incapable de vous concentrer. On demande un bureau qui est justement loin du bruit et loin du va-et-vient du personnel. Justement, il faut être dans son coin tranquille pour pouvoir travailler. Justement, ça va nous permettre de sortir du bureau des fois pour aller voir nos collègues, ça va nous faire marcher, ça va nous faire du bien. On peut aussi demander de travailler de la maison. Mais il faut faire attention aussi parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monde à la maison. Là. Si les enfants sont là en même temps, ça risque d'être plus difficile. Puis c'est pas le temps de partir une brassée de lavage. Là. Il faut rester concentré sur les tâches qu'on a à faire avec notre travail. C'est bon aussi de demander des rencontres fréquentes avec notre employeur pour justement faire le point. OK, t'en es rendu où?
qu'est-ce qui te reste à faire, voici un peu les nouvelles tâches que je peux te donner. C'est bon d'avoir un petit refresh comme ça pour nous aider puis nous garder focus. On peut aussi de faire des petites réunions si c'est possible de 15-20 minutes afin de garder toute son attention et le focus sur le sujet de la rencontre aussi. On doit adapter notre aire de travail. On peut utiliser un bureau à hauteur variable. Au lieu d'une chaise, on peut utiliser un ballon pour s'asseoir. On essaye d'être loin des portes et des fenêtres. C'est sûr que si on est au 20e étage, il y a moins de chances d'être distrait que si on est au rez-de-chaussée ou au premier étage, puis on voit le monde passer, puis les autos passer. Puis, lorsqu'on est dérangé dans notre travail, là, dites-vous là, que ça peut prendre entre 10 et 15 minutes avant de se recentrer sur la tâche qu'on était en train de faire. Alors, c'est important d'essayer de minimiser les distractions, peut-être de mettre quelque chose dans sa porte pour dire ne pas déranger, mais c'est important de rester concentré sur la tâche qu'on a à faire, surtout au travail. Je voudrais juste ajouter quelques éléments en lien avec la vie au travail. Je pense qu'un des défis pour la personne présentant un TDAH, ça va être d'apprendre à respecter les règles de l'organisation, d'apprendre à respecter la hiérarchie administrative, d'apprendre à respecter le mode de fonctionnement d'une équipe. Vous savez, quand on a un TDAH, le fait d'avoir un fond d'impulsivité dans sa personnalité fait qu'on a énormément de difficultés à suivre et à respecter les règles. C'est comme si on avait souvent besoin de faire ses propres règles, avoir son propre mode de fonctionnement parce que c'était trop difficile de suivre le fonctionnement des autres, les règles que la société nous impose ou la règle que le milieu de travail nous impose. Donc, ça va être important pour la personne TDAH d'être consciente de cet aspect-là, de faire un effort mental pour apprendre à travailler en équipe, pour apprendre à écouter les autres. Et peut-être même par moment apprendre à contrôler son impulsivité, son franc-parler, puis de faire un effort de réfléchir avant de parler, parce que ça peut avoir des conséquences sur le climat du travail et sur le désir des autres de travailler avec nous. Une des choses aussi qui va représenter un défi pour la personne présentant un trouble de l'attention, c'est tout l'aspect de l'organisation. Donc, ça va être important de porter une attention toute particulière au respect des échéanciers. C'est-à-dire, là, on a parlé de différents moyens de s'aider là, au niveau de l'organisation et la planification du travail. On a parlé d'agenda, on a parlé de l'utilisation du téléphone cellulaire ou de la tablette. Ça va être important de bien organiser son horaire de travail, ses tâches à accomplir de manière à respecter les délais imposés par notre milieu. Puis vraiment faire attention à la procrastination, c'est-à-dire de passer son temps à aller vérifier ses courriels, à vérifier si on a des messages téléphoniques, aller voir dans notre pigeonnier, de s'attarder, de se concentrer à la tâche qu'on a à accomplir et faire attention aux diversions. Quand on a un travail à faire, ça va être important, comme je l'ai mentionné, d'apprendre, que la personne présentant un trouble d'attention, d'apprendre à ne pas reporter à plus tard et à, par exemple, retourner rapidement ses appels, à rapidement rédiger le rapport qu'on lui a demandé, de rapidement aller faire la tâche qu'on lui a demandé. Donc, de porter une attention particulière à cet aspect-là
de difficulté de mobiliser son attention et d'avoir une tendance à reporter toujours à plus tard. Donc, faire attention à ces aspects-là si on veut que la vie au travail soit agréable pour tous. Les relations interpersonnelles. Comment s'organiser au niveau des relations interpersonnelles? Quand je parle des relations interpersonnelles, je vais parler des relations amicales et aussi des relations amoureuses. Pour un TDAH, le social, c'est très important. Il aime ça, voir du monde, parler, être entouré. C'est quelque chose de naturel pour lui, pour la plupart du monde. Mais une des premières règles à respecter dans les relations, c'est la communication. Il faut savoir écouter l'autre. Il faut savoir le laisser parler, ne pas lui couper la parole, lui laisser finir sa phrase. Souvent, les TDAH ont tendance à finir la phrase de l'autre ou, quand c'est trop long, ben, ils partent dans leur tête puis ils n'écoutent plus. C'est pour ça que c'est important d'écouter l'autre jusqu'au bout puis à ne pas lui couper la parole. On faut prendre du recul aussi sur les gestes et les paroles qu'on peut dire et de voir un peu les impacts que ça peut avoir sur l'autre. Comme je disais au niveau de l'impulsivité, souvent les personnes TDAH, ils ont un feu vert et ils ont un feu rouge. Et des fois, ils vont dire des choses sans trop penser aux conséquences que ça peut avoir. D'où l'importance d'avoir un petit feu jaune pour dire, OK, qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que je suis en train de dire. Faut pas essayer de changer l'autre quand on est dans une relation. Il faut essayer de l'emmener à trouver des solutions. C'est là que ça prend un partenariat aussi dans une relation de couple pour voir un peu, OK, c'est qu'est-ce que la personne est prête à prendre pour compenser, mais en même temps, elle ne doit pas non plus tout prendre sur les épaules pour compenser les difficultés du TDAH. C'est là qu'il faut essayer de trouver des solutions, puis des trucs et des astuces. Il faut aussi parler de qu'est-ce qu'on vit, nous autres, comme TDAH. C'est quoi nos limites, c'est quoi nos forces aussi. C'est important que l'autre sache à quoi s'en tenir, que ce soit au niveau amical ou amoureux. C'est important de faire le point puis de dire, OK, voici moi mes difficultés, voici mes forces et comment on peut s'entraider mutuellement. Puis si on a vraiment besoin de médication pour mieux fonctionner au niveau des relations, au niveau social, ben, je vous dirais que ça peut être important de prendre de la médication, mais c'est libre à vous. Je ne suis pas un pro-médicament, mais ça peut aider dans vos relations, que ce soit amoureuses ou même sociales. Concernant les relations interpersonnelles et de couple, j'aimerais ajouter un élément, Camille. Euh, je pense que un des défis de la personne présentant un trouble de l'attention, ça va être de développer, comme tu le mentionnais, sa capacité à s'auto-contrôler. On sait que de la petite enfance à l'âge adulte, les symptômes évoluent chez la personne TDAH. C'est-à-dire que le côté impulsif, touche à tout, va souvent se transformer au niveau du comportement, au niveau d'un tempérament qui peut parfois être explosif. On parle d'une personne un peu soupe au lait qui va surréagir à des situations de colère, de stress ou d'inconfort. Et ça peut devenir à la longue heurtant pour son conjoint ou sa conjointe ou ses proches. Et c'est important, je pense, comme adulte, d'apprendre à travailler sur soi et apprendre justement à développer cet autocontrôle parce que ça peut devenir comme un élément répulsif. À force de blesser les choses, à force de faire des commentaires peut-être parfois désobligeants ou exagérés, à un moment donné, on finit par éloigner les gens autour de soi. Et ça, il faut apprendre à faire extrêmement attention sur ce plan. Puis, je pense que un élément que j'aimerais ajouter par rapport à ça, c'est que des fois, je pense qu'il faut apprendre à dire à l'autre, regarde,
je vais prendre une pause, je vais aller prendre une petite marche, je vais me calmer, puis après ça, on se reparlera. Parce que le côté impulsif fait que on veut réagir immédiatement dans la situation, mais je pense que c'est un apprentissage de vie d'apprendre à décanter d'abord et à réagir par la suite pour la personne qui présente un trouble de l'attention. L'organisation au niveau des loisirs. Pourquoi c'est important de l'intégrer dans notre gestion du temps, surtout depuis qu'on est bon avec l'agenda et le cellulaire? Parce que faire des loisirs, ça nous permet de décrocher un peu de qu'est-ce qu'on fait dans notre journée, que ce soit l'école, le travail, les enfants, le conjoint, la conjointe. Ça nous permet de relaxer, ça nous permet de nous changer les idées, de dépenser l'énergie qu'on a en trop et ça nous permet de mieux se concentrer par la suite, d'avoir une meilleure attention. C'est un peu tout ça, faire des loisirs. Il faut le faire parce que ça nous fait plaisir de le faire. Il faut le faire parce que ça nous fait du bien aussi. Il y a différents loisirs qu'on peut effectuer. C'est de trouver le bon loisir qui va nous faire du bien. Il y en a qui vont se lancer dans les arts martiaux. Il y en a que ça va être dans le hockey. Il y en a d'autres que ça va être plus individuel. Mais c'est de trouver qu'est-ce qui va nous satisfaire. On peut prendre aussi du temps pour relaxer. On n'est pas obligé de toujours faire quelque chose. C'est aussi important pour le TDAH de relaxer, de se reposer, que de bouger. Alors, l'important, c'est de trouver le loisir qui va vous satisfaire et qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de décrocher de votre journée, de votre entourage et qui va vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Puis comme ça, ben, vous allez aussi travailler vos relations interpersonnelles, que ce soit avec vos amis, avec votre copain ou votre copine. Alors, les loisirs, c'est quelque chose de positif et de très important. Vous savez que quand on fait du sport, il y a plein d'hormones qui sont sécrétées qui contribuent à notre mieux-être, à notre santé et à notre fonctionnement dans la vie de tous les jours. Puis pour les personnes TDAH, c'est encore plus important parce que ces neurotransmetteurs qui sont sécrétés, ces hormones qui sont sécrétées, vont favoriser son fonctionnement au quotidien. Je pense entre autres à l'endorphine qui est sécrétée quand je fais une activité physique intense. L'endorphine, c'est un peu l'équivalent de la morphine. Vous savez, la morphine, c'est un puissant antidouleur qui va générer ou va être la source de plaisir, puis ce qui va permettre à la personne de fournir un gros effort de façon soutenue et tout en maintenant une forme de plaisir dans la tâche. Donc, pour une personne qui présente un trouble de l'attention, l'endorphine va l'aider à persévérer dans une tâche, à pouvoir fournir un effort soutenu. Donc, l'endorphine, c'est quelque chose d'excellent pour la concentration. Une autre hormone qui est sécrétée lors de l'activité physique est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, mais aussi l'hormone de la vigilance. Et on sait que la vigilance, c'est un des aspects du trouble de l'attention qui est le plus atteint. Donc, la capacité à faire le focus, à fournir une attention sur des éléments précis pour une période prolongée. Et la dopamine va permettre justement à la personne présentant un trouble de l'attention d'être plus focus sur une tâche à accomplir, d'être moins éparpillé et plus concentré sur la tâche à accomplir. Alors, comme vous le voyez,
c'est très important dans les habitudes de vie de la personne TDAH d'intégrer les activités sportives à sa vie parce que ça va être extrêmement bénéfique sur son fonctionnement au quotidien. L'organisation au niveau des études. C'est une étape qui est importante et difficile dans notre vie car on nous demande de rester assis et d'écouter, et ça depuis qu'on est tout petit. Il est donc important d'être bien organisé au niveau de nos études et de bien organiser nos enfants pour que cette période soit le plus facile et le plus positif possible. On peut commencer par essayer de réduire les distractions sonores et visuelles. Je vous dirais, on essaye de ne pas se placer à côté des fenêtres ou à côté de la porte de la classe pour justement éviter ce genre de distraction-là. On utilise l'agenda ou tout autre appareil électronique, tout dépendant à quel niveau vous êtes rendu, pour justement inscrire les dates d'examen, la planification des rencontres d'équipe, l'étude qu'on a à faire, les travaux qu'on a à remettre. C'est important que ça soit bien inscrit et bien organisé. Pendant les études ou les travaux, on doit essayer aussi de prendre des pauses. On peut travailler un 20-25 minutes et prendre un petit 5 minutes de pause. Ça va juste nous faire du bien, puis ça va nous permettre d'être encore plus focus par la suite. Il existe différentes façons d'étudier, mais je vous dirais qu'il faut essayer de faire appel le plus possible à nos sens. Que ce soit d'écouter, d'écrire, d'entendre, de voir, c'est quelque chose qui va faire appel le plus souvent à nos sens et ça va nous permettre d'intégrer encore plus facilement la matière. Il faut trouver aussi le bon endroit pour justement faire nos travaux ou nos études, que ce soit à la maison ou ailleurs. Il existe, surtout à l'école, au cégep ou à l'université, il existe différents endroits où est-ce qu'on peut aller faire nos travaux. À la maison, ben, c'est de trouver le meilleur endroit où est-ce qu'on ne sera pas dérangé là, par les autres. On peut aussi demander de l'aide à l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire. Il existe des accommodements. Mais je vous dirais qu'au cégep et à l'université, il existe justement des services spécialisés dans ça. La seule différence, c'est que c'est à la personne d'aller vers les services et non pas, ce ne sera pas les services qui vont aller vers vous. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Si vous demandez des services, ben vous allez en avoir. Il suffit juste d'avoir un papier du médecin expliquant votre TDAH et ils vont vous donner des services en conséquence. Que ce soit des preneurs de notes, des isoloirs, des plus de temps pour vos examens, des logiciels aussi. Alors, n'hésitez pas à aller le demander. Ce qui est important aussi, c'est de trouver le bon équilibre entre nos études et le reste de nos activités. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi en même temps qui vont à l'école, qui ont des loisirs, qui ont des amis. Alors, c'est de trouver le bon équilibre pour justement favoriser le meilleur temps possible pour combiner un peu toutes nos activités. L'organisation de ses finances. Les finances occupent généralement une place importante dans nos vies, mais c'est encore plus préoccupant quand on a des difficultés financières. Pour les personnes qui ont un TDAH, la gestion des finances est souvent une source de stress et de grandes difficultés. Pourquoi? Parce que souvent on a des retards de paiement, on fait des achats compulsifs, on a une multitude de cartes de crédit à gérer, on a des disputes avec le conjoint et la conjointe, pour les achats qu'on fait. On a aussi, ça peut nous mener à la faillite. Il existe quelques trucs assez simples pour nous aider à mieux gérer nos finances. Les deux premiers outils que je vais vous présenter sont le crayon et la feuille de papier. Avec ces deux outils-là, on commence par faire un budget et on le respecte. On diminue ses achats compulsifs en se posant la question, en ai-je vraiment de besoin? Il existe même un livre sur ce sujet. Ensuite de ça, on va chercher de l'aide dans la gestion de ses finances personnelles. Que ce soit avec quelqu'un à qui on a confiance puis qui va nous aider ou avec des compagnies spécialisées dans ce domaine-là.
On peut aussi aller voir son planificateur financier dans son institution bancaire qui peut nous aider à mieux gérer notre budget. On peut aussi faire des prélèvements automatiques pour payer nos comptes. Ça nous aide justement à ne pas avoir de retard de paiement et comme ça, ben, on peut se faire des économies plus facilement. Il existe une multitude de moyens et de services pour nous aider à mieux gérer nos finances. Le plus difficile que je vous dirais, c'est de faire le premier pas. C'est pas toujours évident de dire j'ai besoin d'aide, j'y arrive plus. Mais c'est tout à fait normal. C'est ça le premier pas à franchir, c'est d'aller chercher cette aide-là. Puis, il n'est jamais trop tard. Mais par la suite, il suffit juste de prendre des bonnes habitudes, puis on arrive à mieux gérer nos finances. Et après ça, on se sent mieux, on se sent heureux. Un portefeuille en santé, c'est quelqu'un qui est en santé. Regardons maintenant quelques outils à notre disposition pour faciliter l'adaptation de la personne qui a un trouble d'attention. Dans le cadre de mes interventions comme orthophoniste auprès d'adolescents ou de jeunes adultes qui ont des difficultés d'attention, on va parler de la vigilance. On va parler des moyens qu'on peut mettre en place pour faciliter une attention qui va être soutenue et de longue durée. Souvent, dans le cadre de mes interventions, je vais utiliser l'analogie de l'eau. L'eau, on sait tous qu'à moins 35, moins 40, un petit plan d'eau comme un étang va geler complètement cette température. Par contre, le ruisseau, on va observer que l'eau continue à couler même à des températures très très froides. La raison pour laquelle l'eau ne gèle pas dans un ruisseau, c'est parce que l'eau est continuellement en mouvement. C'est pas étrange non plus, c'est pas le hasard qui fait que pour une personne ayant un trouble de l'attention, on retrouve une composante d'hyperactivité. Parce que je crois profondément que l'hyperactivité, c'est comme un mécanisme d'adaptation à ses propres difficultés d'attention. C'est-à-dire que le fait de bouger, de parler continuellement, de parler très rapidement, fait en sorte que je reste présent dans le moment présent. Et je continue de participer aux échanges, d'être à l'écoute des autres, ou je continue à maintenir mon intérêt pour une activité ou une tâche parce que mon corps bouge continuellement et que je peux maintenir le niveau de vigilance requis pour la réalisation d'une activité. Donc, lors de mes rencontres en orthophonie avec des adolescents et jeunes adultes qui présentent des difficultés d'attention, je vais utiliser justement cette analogie de l'eau qui coule et de regarder ensemble comment on peut garder le cerveau en action, comment faire bouger le cerveau pour ne pas perdre l'attention à une tâche ou l'attention en classe ou l'attention en réunion. Alors, vous allez me dire comment on fait bouger le cerveau. Sûrement pas en se bougeant la tête. Ce qu'on regarde ensemble, c'est comment, dans le processus d'écoute, je vais essayer de faire des liens avec des connaissances acquises. C'est-à-dire que, à l'écoute de mes interlocuteurs, je vais essayer de voir ou à créer des liens avec des choses que je connais, des choses que j'ai fait dans le passé. Donc, je vais toujours garder l'esprit en mouvement. Une façon de faire aussi, c'est de créer des images mentales. C'est-à-dire, ça me fait penser à quel mot? Ça me fait penser à quelle émotion? Ça me fait penser à quelle image? Qu'est-ce que je vois
quand j'entends mon interlocuteur parler du sujet X, du sujet Y? Quelle image me vient à l'esprit? Une autre façon de garder le cerveau actif, c'est à l'écoute de l'autre, à l'écoute de l'enseignant, à l'écoute de mon patron, de préparer une question, de préparer une intervention en lien avec le sujet discuté. Juste l'action de lever la main en classe, d'intervenir lors d'une réunion, va me permettre de rester vigilant et attentif pour une longue période de temps. Souvent, je vais conseiller aux jeunes avec lesquels je travaille, dire, des fois, tu peux essayer de synthétiser l'idée ou les propos de la personne, puis de les reformuler comme une façon de valider si tu as été à l'écoute de cette personne-là. Comme intervenir puis dire, bon, si j'ai bien compris, vous avez parlé de ça, de ça, de ça, et c'était votre idée, c'était ça. Hein? Donc, d'arriver à finalement synthétiser l'avis ou l'opinion de l'autre ou ses propos. Donc, c'est une bonne façon, c'est de garder le cerveau en constant mouvement. Une autre façon, c'est de trouver des façons de bouger. Donc, ce petit côté hyperactif, de trouver des façons de bouger dans des moments où je dois être attentif en classe ou au travail. Comment trouver des façons de bouger sans déranger les autres? Souvent, je vais conseiller aux gens d'avoir une bouteille d'eau sur leur poste de travail ou en réunion ou en classe. L'action d'aller chercher sa bouteille d'eau, de l'ouvrir, de prendre quelques gorgées, de refermer la bouteille, de redéposer la bouteille, fait en sorte que ça va répondre à un besoin intérieur de bouger pour rester attentif. D'avoir une collation qui peut s'étirer. Les bonnes collations pour rester attentif, c'est des collations qui vont être croquantes, des carottes, du céleri, des amandes, tout ce qui fait crunch-crunch. Le fait d'avoir quelque chose que j'écrase, qui fait du bruit dans ma bouche, au niveau sensoriel, ça va éveiller mes sens, donc ça va faciliter mon attention. Ça peut être aussi d'avoir un objet à manipuler. On va voir souvent les gens, pour rester attentifs en réunion, là, ils vont avoir un crayon, puis ils vont balancer le crayon dans les doigts, vont le porter à la bouche comme ça. C'est d'avoir un objet à manipuler. Des fois, les gens, on va voir ceux qui ont des cheveux un peu plus longs, vont s'amuser, vont tourner leur couette. Hein? Certains vont jouer avec le collet de la chemise ou une partie de leur chandail ou chemise ou manipuler un bouton comme ça, juste pour garder l'éveil, rester attentif. Une autre façon de bouger sans déranger les autres, c'est de s'asseoir sur un ballon ou sur un coussin. Le fait d'avoir la possibilité d'être en mouvement sans se lever va aider la personne à rester attentive plus longtemps. En lien un peu avec ce que je mentionnais tantôt au niveau de la manipulation d'un objet, de prendre des notes, de gribouiller, va aider la personne à rester attentif pour une longue période de temps. Une des choses que je conseille aussi, c'est de changer fréquemment de position. Travailler assis, travailler debout, travailler le dos contre le mur, coucher sur le lit, les pieds sur le divan. Donc, d'avoir cette variation permet justement de couper l'ennui,
de changer le mal de place, comme on dit. Ça peut être aussi de changer de lieu de travail. Je me rappelle, aux études, moi, pour m'aider à garder l'intérêt dans les roches d'études, j'explorais les différentes bibliothèques de l'université. J'allais étudier à la bibliothèque de médecine, j'allais étudier à la bibliothèque de psychologie, à la bibliothèque d'orthophonie, puis j'essayais différents recoins dans chacune des bibliothèques. Comme ça, je m'ennuyais jamais. Il n'y a rien de pire pour une personne qui a un trouble de l'attention d'avoir un décor qui ne change pas. Donc, c'est des moyens. C'est des moyens de se garder en état d'activité mentale puis dans un état d'activité physique. Ce sont d'excellents moyens de ne pas s'endormir sur une tâche. Poursuivons avec la boîte à outils. Il existe différents outils pour nous aider à rester concentrés sur la tâche et à augmenter notre attention. On peut commencer avec le Time Timer qui nous aide à mieux gérer notre temps. Il existe dans différents formats, petits à grands. On peut même l'avoir aussi en application sur notre cellulaire. On a aussi le siège Ergo qui nous aide à rester assis tout en bougeant du bassin. Cela nous permet de rester concentrés. On a le même effet aussi avec le gros ballon d'exercice. On a la balle anti-stress qu'on tient dans la main que tout le monde connaît, qui nous aide aussi à rester concentrés et à mieux écouter. Il y a aussi les tangles. Les tangles, ce sont des petits jouets en plastique qu'on peut manipuler avec nos doigts de différentes façons. Et ça nous permet de rester concentrés sur qu'est-ce que la personne dit et non pas sur qu'est-ce qu'on peut faire avec nos mains. Il existe aussi les crayons à écrou. Ce sont des crayons qui ont des écrous au bout de ceux-ci, mais qui servent beaucoup au niveau des enfants à rester concentrés parce qu'ils vont jouer avec ça. Il y a les crayons aussi à mâchouiller qui sont qui ont le même effet que les crayons à écrou, les tangles et la balle anti-stress, mais qu'on peut mettre dans la bouche et qui sont pas nocifs pour la santé. Il y a les animaux lourds qu'on peut utiliser autant pour les enfants, les ados et les adultes. On peut les mettre sur nos genoux ou sur nos épaules et ça nous fait une pression et ça nous aide à rester concentrés. Poursuivons notre exploration d'outils pour aider la personne présentant un trouble de l'attention. Et parlons maintenant des localisateurs d'objets connectés. La classique. Vous devez partir en voyage et toute la famille attend dans la voiture. Vous êtes à l'intérieur de la maison et cherchez votre portefeuille depuis plus de 30 minutes. La classique numéro 2. Vous devez rapidement partir le matin pour ne pas manquer votre autobus. Mais, malgré tous les bons conseils que Camille vous a donnés, vous cherchez partout votre téléphone. Maintenant, je vais vous éviter les classiques numéro 3, numéro 4, numéro 5 et ainsi de suite. En fait, les localisateurs d'objets vous permettent de retrouver rapidement vos clés, votre agenda, votre portefeuille, votre téléphone cellulaire ou tout autre objet à l'aide d'une fonctionnalité Bluetooth qui est intégrée au dispositif. Avec l'aide de votre téléphone cellulaire ou de votre ordinateur, vous pourrez localiser l'endroit où vous avez laissé votre objet la dernière fois. Il existe aussi certains dispositifs de repérage qui fonctionnent à l'aide d'une fonctionnalité GPS ou bien à l'aide d'autres, à l'aide de fréquences radio. Donc, par exemple, en tapant dans les mains, il y aura un bip sonore qui va s'activer et qui va vous permettre de retrouver l'objet dans la maison. Alors, somme toute, les localisateurs d'objets connectés sont des
des dispositifs qui sont très, très utiles pour la personne présentant un TDAH parce que avec ses difficultés d'organisation, son petit côté un peu impulsif, étourdi, ben c'est très fréquent qu'on va égarer nos objets et puis ça va sûrement permettre de réduire un peu d'anxiété ou de malaise au quotidien avec l'utilisation de ces petits objets merveilleux. Plus tôt dans la présentation, on a parlé de l'utilisation de l'agenda électronique pour faciliter l'organisation et la planification de nos activités familiales et professionnelles. On connaît tous des incontournables comme le calendrier Outlook ou bien l'agenda Google qui sont utilisés par des organisations pour faciliter le travail des étudiants ou des employés. J'aimerais vous parler d'une autre application que je recommande fréquemment aux adolescents et jeunes adultes avec lesquels je travaille. Il s'agit de l'application de prise de notes Notebook. Cette application se retrouve sur différentes plateformes, je pense à Windows, macOS, Linux, sur Android ou encore iOS. Et elle permet une organisation de notes, de mémos, qui permet à la personne de se retrouver facilement en classant ses différentes notes à l'intérieur de cahiers. Par exemple, je pourrais avoir un cahier dans lequel je vais annoter tout ce qui concerne l'école. Un autre cahier dans lequel je vais annoter tout ce qui concerne ma vie familiale. Peut-être un troisième qui concerne ma vie professionnelle, par exemple. Et ces mémos, ces notes, je peux les organiser en piles, les regrouper ensemble pour en faciliter l'organisation, mais aussi faciliter la recherche à travers les différentes notes et mémos que j'accumule au fil du temps. Le fait d'organiser ces notes dans un cahier permet un classement par thème. Et un des avantages de l'application Notebook, c'est que je peux créer des cahiers supplémentaires ou des cahiers pour des événements très précis de ma vie et déplacer des mémos d'un cahier à l'autre. Et évidemment, on a une fonctionnalité de recherche de notes. On a aussi la possibilité de programmer des rappels d'événements. Je pense qu'un des gros avantages, le fait que ce soit une application qui soit multiplateforme, ben je peux accéder de partout à mes cahiers de notes et de mémos. Ce que j'aime beaucoup aussi de l'application Notebook, c'est que je peux entrer une note ou un mémo dans différentes modalités. C'est-à-dire que je peux me mettre une note écrite. Je peux enregistrer une note à l'aide d'un assistant vocal. Je peux, à l'aide de crayon, dessiner des éléments importants que je veux annoter dans une note. Je peux prendre une photographie ou associer une image. Je peux aussi adjoindre un document scolaire ou un document professionnel à une note pour avoir encore plus d'informations. Donc, c'est une application que je vous invite à aller regarder. Je la trouve très, très utile au plan de l'organisation.